Merci beaucoup, merci pour votre invitation. On va se remplir la panse et moi j'espère vous donner quelques repères pour une autre panse. Et voilà, penser le monde à travers les signes et les symboles. C'est sûr qu'en franc-maçonnerie, généralement, il y a une certaine résonance. Donc le travail du sémiologue ne peut que vous contenter normalement, si tout se passe bien, ce que j'espère. Alors par où commencer ? Peut-être par le commencement, et vous parler, vous transmettre certains apports, certaines théories, notamment linguistiques, sur le signe, qui nous nourrissent et contribuent à porter un regard spécifique sur nos comportements et la manière dont nous communiquons en tant qu'être humain. Alors en sémiologie, Semeion Logos, le discours sur le signe, c'est vrai que c'est une discipline qui n'est pas très connue. Pourtant, on la retrouve depuis l'Antiquité, puisque même Aristote en parlait, lui peut-être sous un aspect plus médical, et on en garde trace encore aujourd'hui, puisque si vous allez dans un hôpital, sans doute que vous verrez ces écriteaux avec écrit sémiologie, mais effectivement, il s'agit surtout d'observer des symptômes pour en déduire une maladie. Alors c'est vrai que quand on est sémiologue dans la communication, on analyse plutôt des paroles pour en déduire ensuite des valeurs. C'est le travail effectivement que nous proposent certaines figures, et peut-être que ceux qui ne sont pas habitués à la sémiologie connaissent un peu plus Umberto Eco, puisque lui a réussi à faire connaître du grand public cette démarche du détective qui consiste à déconstruire le sens pour comprendre ce qui n'est pas toujours dit et ce qui n'est pas toujours visible ni lisible. Donc voilà, on rend hommage ce soir également à Umberto Eco pour ce travail, parce qu'il a écrit de nombreux ouvrages, dont certains ont été d'ailleurs adaptés au cinéma. Peut-être vous souvenez-vous du film Au nom de la rose, qui m'avait aussi largement marqué à l'époque. Alors pour revenir peut-être un petit peu plus dans le détail de cette approche sémiologique, c'est vrai que moi, ce que mes professeurs en linguistique m'ont appris, c'est que le sens n'existe que dans le langage. Et le signe est premier, parce qu'il réunit un plan de l'expression et un plan du contenu. Pour être plus précise encore, alors je vais bien sûr être pédagogue et expliciter tous ces mots, mais il faut qu'on rentre aussi dans cette complexité, parce que sinon on passe à côté de quelque chose. Le signe réunit un signifiant, c'est-à-dire une face matérielle, et un signifié, c'est-à-dire un concept. Alors ce que nous dit Ferdinand de Saussure, qui est considéré comme le père de la linguistique moderne, c'est que finalement devant vous, certes vous avez un verbe, mais vous avez surtout un signifiant, c'est-à-dire une matière que l'on peut sentir, en particulier sous la pulpe de ses doigts, une certaine profondeur, une certaine matérialité, peut-être le physicien nous en dira plus tout à l'heure, et en fait, cette matérialité-là nous renvoie à une idée du verre. Alors finalement, Ferdinand de Saussure nous dit le fait que vous ayez chacun une expérience un peu différente du verre, c'est pas tant ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on puisse tous se réunir autour d'une idée commune de qu'est-ce que c'est qu'un verre. Et donc c'est ça la grande idée du verre que l'on partage ensemble. Alors c'est important, et ça a une incidence toute particulière, qui est de dire que finalement, ça n'est pas l'individu qui constitue la langue, ça n'est pas l'individu qui décide du sens. Le sens est défini par la structure du langage. Et l'individu est façonné par des normes, par des conventions qui sont établies bien avant lui. Et donc, le sens n'est pas constitué par le sujet, mais le sens est bien constitué par cette structure linguistique que nous partageons. Également, un autre aspect qui est dans cette continuité, c'est de considérer que finalement, l'homme est un sématurge. C'est-à-dire que l'homme, avec un grand H, et dans son universalité, constitue ses conventions du langage et décide à un moment donné de ce qui fait sens. Donc l'homme est un artisan, il est sématurge de ce langage qui nous constitue. Voilà ce que mes professeurs m'ont dit. Le sens
et donc construit par la langue. Un peu plus tard, si on avance les décennies, on quitte Ferdinand de Saussure et puis on arrive vers un autre personnage qui n'est pas très connu et pourtant son apport a été très important, c'est Roland Barthes. Alors peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ses travaux, notamment dans les années 60, sur les mythologies. Et donc Roland Barthes va même plus loin et il nous dit, mais finalement le sens, c'est aussi une sémioclastie, c'est-à-dire que le sens est quelque chose à déconstruire. Alors cette déconstruction, on en parle aussi beaucoup aujourd'hui et dans d'autres disciplines, mais c'est vrai que ça a été un geste également fondateur de considérer que le sens est quelque chose qui nous façonne, mais il nous façonne également parce que derrière des structures du langage, il y a toujours un réinvestissement, et souvent ce qui est réinvesti est une idéologie, est une valeur spécifique à une époque, à une culture, et donc le langage nous façonne, certes, mais ce sont aussi des idéologies qui nous façonnent et qui émergent à un moment donné et qui même viennent nous transformer. Et donc de ce point de vue-là, le sens nous construit également et nous transforme, et c'est le sens qui fait notre monde, puisqu'à l'époque, on est aussi dans une approche très pragmatique, au sens où dire, c'est faire, c'est-à-dire que la langue se veut performative et se veut transformatrice du monde qui nous entoure. Et même plus récemment, certains linguistes ont proposé une lecture sémio-capitalistique. Alors c'est un grand mot, mais c'est pour porter l'attention sur l'économie qui est faite, réalisée actuellement à partir de la circulation des signes et des images principalement, à savoir que notre temps d'attention se monnaie, et il se monnaie à travers nos émotions, ces signes et ces images qui circulent. Alors moi, ce que je vous propose, eh bien, ça va être un parcours, un voyage dans ces signes qui nous entourent. Et pour illustrer cette lecture-là, nous avions échangé sur ce point et nous nous étions dit que pouvoir parler de ce nouveau reliquaire qui se situe à Notre-Dame pouvait être une bonne illustration d'une manière différente, peut-être de percevoir les symboles et de plonger dans une autre profondeur. Parce que finalement, jusqu'ici, je vous ai transmis et je vous ai dit ce qu'était un signe d'un point de vue linguistique et d'un point de vue très normé, universitaire. Et non pas que ces approches ne soient pas pertinentes et cohérentes, elles le sont. Simplement, je pense que l'on peut avoir une autre lecture sur le monde, et c'est également ce que je souhaite partager avec vous. Et comme je vous le disais, au cœur de la franc-maçonnerie se situe aussi cet autre geste, cette autre lecture du monde, qui est la lecture symbolique. Il semblerait que la question du sens ne puisse se limiter à cette vision du signe et à cette vision de la différence entre les signes. Parce que pour le linguiste, effectivement, ce qui est pertinent, ce qui est discriminatoire, c'est le fait que quand on dit tata ou quand on dit papa ou quand on dit dada, c'est parce qu'il y a une différence entre le son D et le son T. C'est ça qui fonde la pertinence, hein, c'est ça qui fait signe. Eh bien, je dois avouer qu'à un moment donné, il m'a fallu quitter cette lecture du monde pour arriver vers une autre évidence. Et celle-ci, peut-être qu'elle n'est plus tout à fait linguistique, peut-être est-elle plus psychanalytique, voire mystique, mais il m'a semblé important de rappeler que le sens nous préexiste. Que peut-être même le signe est préverbal, et il n'est pas que verbal. Ce que j'entends par là, c'est le fait que le verbe soit davantage essentiel et ontologique. Quand j'ai rencontré mon grand amour, qui est ici présent, j'imagine bien que Sébastien m'a préexisté. C'est-à-dire que Sébastien n'est pas que formé dans mon langage et dans ma structure, à moi. Sébastien, avant de me rencontrer, a eu sa vie, est un être humain, a eu ses aspirations, ses émotions, il m'a préexisté. Mais comme c'est le cas, me semble-t-il, des arbres que l'on peut voir dans notre rue, ceux qu'il reste néanmoins, ces arbres-là nous préexistent, et certains depuis plusieurs centaines d'années, pour ce qui les concerne.
le fait qu'il nous préexiste nous oblige quand même à nous poser la question de ce sens et de ce qu'ils nous transmettent, à savoir, un arbre n'existe pas que pour moi, n'existe pas que dans ma langue et n'existe pas que par différence de signes. Il me préexiste aussi, et c'est parce qu'il m'amène peut-être sur un autre chemin qu'il peut avoir un certain sens pour moi. Alors, dans cet exemple que on va prendre ensemble, je vais vous le montrer tout à l'heure, ce nouveau reliquaire, souvenons-nous juste de quelques axiomes, de quelques postulats qui vont nous accompagner, à savoir que le sens est sans doute universel et mystérieux. De ce point de vue-là, nous allons être très platoniciens ce soir, voire poétiques. En tous les cas, l'idée est aussi de nous nourrir et peut-être même de penser le monde, mais cette fois P-A-N-S-E-R, et de pouvoir y apporter cette touche de légèreté qui parfois nous manque cruellement aujourd'hui. Chacun peut trouver des exemples dans son quotidien. Retenons donc que le sens ne se construit pas, il se révèle, que le sens a son propre langage, et c'est sans doute celui des symboles, que le symbole ne démontre ni ne prouve rien, mais il est là pour montrer quelque chose, et que les mythes ne sont pas que des histoires pour endormir les enfants, mais peut-être aussi des aides à la connaissance de soi. Donc on va être dans cette lecture-là du symbole, encore une fois, qui ne démontre pas, mais en tout cas qui montre, et qui est sans doute à la fois la réunion d'une chose et son contraire, ce que Carl Jung appelait la conjonction des opposés. Donc c'est pour ça que je disais, je vais vous faire une proposition, mais cette proposition va aller évidemment dans des chemins polysémiques avec plusieurs sens, plusieurs constructions de sens, et peut-être que l'une d'entre elles résonnera parmi vous. Alors je vais peut-être montrer ce fameux reliquaire. Nous allons voir comment nous sommes passés de l'ancien au nouveau. Alors certains avaient parlé du nouveau monde, même si je me souviens bien. Alors, hop, je vais faire un gros plan. En tout cas, l'ancien reliquaire, alors, je ne sais pas si... Voilà. Ça, c'est l'ancien reliquaire, tel qu'il était présent. On va vous donner... Fait par Bénédicte néogothique. Alors, c'est tout à fait possible, ça je vous laisserai chercher. Moi, ma lecture va être davantage symbolique. Et d'ailleurs, sur les aspects historiques, c'est peut-être Sébastien qui souhaitera compléter. Voici le nouveau reliquaire qui est présenté, alors que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir, mais peut-être que certains d'entre vous ont déjà été voilà, dans la nouvelle Notre-Dame, si on peut le dire ainsi. Moi, je ne l'ai pas encore vu de mes propres yeux. En tous les cas, si l'on doit faire effectivement cette lecture symbolique, et je reviendrai sans doute à peu près un peu après sur l'aspect davantage sémiotique, ce qui est intéressant, c'est quand même ces changements de perspective. Tout d'abord, vous l'avez peut-être remarqué, cette forme qui est tout à fait circulaire, cette forme qui est concentrique, et qui nous rappelle comme la forme d'un œil, effectivement, qui viendrait nous regarder. Alors d'un point de vue des mythes, il y en a un qui vient d'être réveillé de suite, c'est forcément le mythe de Narcisse, puisque celui qui se regarde et qui tombe même amoureux de son reflet dans une eau claire est évidemment ce personnage mythique de Narcisse qui finira finalement par mettre fin à ses jours dans cette passion qui est une passion sans espoir, puisque finalement peut-on réellement tomber amoureux de soi-même? C'est une vraie question qui est posée, mais c'est aussi un processus d'individuation. Hein. C'est quand il meurt, finalement, que Narcisse peut se libérer de son mythe, et donc de sa charge. De manière intéressante, autant Freud postulait il y a plus d'un siècle que le grand mythe qui nous animait collectivement était le mythe d'Oedipe, il a beaucoup travaillé sur cette question-là, autant on peut présager qu'un siècle après, c'est plutôt le mythe de Narcisse que l'on retrouve, et il suffit de regarder les selfies, les écrans, pour en être assez convaincu, alors qu'il y en a un qui se crève les yeux, l'autre ne peut cesser que de se mirer et de se regarder. Mais il y a aussi un autre mythe, sans doute, que nous rappelle cette
construction artistique, qui est le mythe d'Argos. Peut-être ce mythe également vous rappelle quelque chose. Argos était un cyclope qui avait reçu l'épithète de Panoptès, puisqu'il avait énormément d'yeux, une centaine d'yeux au total, ce qui lui permettait de surveiller et de contrôler beaucoup les paysages qu'il y avait sous ses yeux, d'autant plus que lorsqu'il dormait, 50 yeux se fermaient et 50 autres restaient ouverts. Le mythe nous raconte que Héra, très jalouse, comme vous le savez, de son mari, qui ne ratait pas une occasion pour une incartade, elle avait repéré que, effectivement, Zeus avait quelques penchants pour Io, et donc elle a donné pour mission à Argos de surveiller la jeune Io pour que rien ne se passe. Et puis, bon, finalement, Zeus aura mis un stratagème en place. Il aime beaucoup se transformer. C'est un dieu transformiste, et donc il parviendra à ses fins. Et donc, malgré cet échec, Héra, pour remercier le Cyclope, mais qui décédera, va, en son hommage, mettre les 100 paires d'yeux sur son animal fétiche et préféré, qui est le pan. Donc on retrouve cette idée, quand même malgré tout, narcissique du pan, qui est paré de ses 1000 yeux. C'est intéressant parce que cette épithète de Panoptès, on le retrouve dans les travaux notamment de Michel Foucault, qui a beaucoup travaillé sur la construction circulaire du panoptique et la manière dont, finalement, au sein des prisons, le fait qu'une prison soit arrondie autour d'une forme centrale permet finalement à chacun d'acquérir une certaine autodiscipline, puisque, alors même qu'il n'est pas contrôlé et qu'il n'y a pas un garde derrière, ou plutôt devant la porte de chaque cellule, eh bien chaque prisonnier se sent pour autant regardé en permanence. Et bien finalement, ce sera la définition du panoptique de Michel Foucault, à savoir une norme qui arrive à se mettre en place de manière effective pour que chacun puisse s'autodiscipliner à travers un pouvoir finalement qu'il vient projeter et fantasmer, mais qui est quand même un pouvoir bien présent. Il déclinera ensuite cette idée-là autour d'un autre concept qui s'appelle la biopolitique, et là il montrera plutôt comment ces normes s'expriment sur le collectif. Je ferme la parenthèse, elle nous emmènerait un petit peu loin. Évidemment, cet œil, et ça je laisse ce travail-là pour vos planches à venir, mais sans doute que dans cet œil d'Horus, cet œil protecteur, peut-être qu'il y a d'autres aspects également à voir. Je vous disais, la polysémie, on part dans des sens qui ne s'arrêtent jamais, et c'est ça aussi la magie du signe. D'ailleurs, Derrida, qui a beaucoup écrit là-dessus et qui n'a pas été très compris, parce qu'il faut dire que ses écrits ne sont pas évidents à lire, mais lui nous parlait de la différence avec un A, pour dire que finalement le processus d'interprétation est toujours différé. C'est-à-dire que ce n'est pas que la différence tata, dada, papa, c'est aussi la différence, c'est-à-dire que le processus d'interprétation ne s'arrête jamais. Donc aujourd'hui, ça n'est qu'une proposition et un démarrage, mais bien entendu, vous allez continuer tous ces aspects-là. Mais j'aimerais peut-être conclure sur un aspect, et peut-être sémiotique, celui-ci. Si je vous ai montré ces images-là, et j'ai entendu quelques murmures donc, qui me font dire que de suite, finalement, le signifiant, le plan de l'expression, s'imprime et s'impose à nous. C'est-à-dire que de suite, des structures émergent et se font opposition. Au début, nous avions plutôt cette forme de calice, qui est plutôt une forme verticale. Dessus, il y avait des incrustations, plutôt avec des figures ou des représentations humaines. On peut même les comprendre comme des figures d'autorité. Et on est passé sur un plan complètement différent, puisqu'on est sur quelque chose qui est beaucoup plus à plat, beaucoup plus horizontal, puisque finalement, où que je me situe dans cette dimension circulaire, eh bien finalement, je suis à un équivalent. Ce qui est à gauche est similaire à ce qui est à droite, et ce qui est en haut est similaire à ce qui est en bas. Alors, il me semble intéressant de voir à travers ces symboles, puisque je vous ai dit finalement le sens a son langage, et sans doute que les symboles nous permettent d'accéder à ce monde du sens, qui est un sens un petit peu différent, mais qui est un sens qui nous révèle également à nous-mêmes. Peut-être que
il est intéressant de voir comment cette nouvelle construction, ce nouveau reliquaire qui a été présenté au monde entier, comment finalement il parle de nous-mêmes et comment d'un point de vue symbolique, il raconte quelque chose qui est très propre à notre époque. Eh bien, le détour par ces mythes, que ce soit le mythe de Narcisse, que ce soit le mythe d'Argos, nous rappelle bien, ou que ce soit effectivement, pourquoi pas, cet œil d'Horus, nous rappelle effectivement cette société dans laquelle nous vivons, qui est à la fois une société où l'on se mire en permanence, il y a bien cet échange, cet œil qui voit que l'on est en train de le regarder, c'est ce processus de différence sans fin finalement, et il y a aussi quand même cet aspect de contrôle et qui est présent. Mais j'aimerais rappeler cette autre dimension qui me semble importante. Elle a été émise notamment par Lacan et elle a été reprise par Daniel Bougnou, qui nous rappelle que finalement tout ce qui est de l'ordre du symbolique est de l'ordre de la séparation et de l'ordre de la discrimination. Nous sommes dans la loi du père, c'est l'autorité, c'est la hiérarchie, c'est ce qui sépare. Et d'un point de vue psychanalytique, Lacan nous rappelait bien le rôle du père, qui vient effectivement séparer le nouveau-né de la mère pour rappeler les règles, rappeler les normes, rappeler la loi. Et bien finalement, à ce registre symbolique s'oppose un autre registre qui est plutôt le registre du sémiotique. Le sémiotique, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui précède la langue, c'est ce qui est de l'ordre du babillage, c'est ce qui est de l'ordre de la pulsion, c'est ce qui est de l'ordre du rythme, c'est ce qui est de l'ordre du liquide amniotique. Et finalement, moi j'ai l'impression, c'est une interprétation, c'est une piste que je vous propose, mais à travers vos questions, nous pourrons échanger là-dessus. Il me semble que nous sommes face à une expérience immersive et que finalement, la loi du père, ce calice qui était vertical et qui se présentait à nous, est remplacé quelque part par la loi des mers, puisque nous sommes dans cette idée, dans cette horizontalité, puisque, comme je vous le disais, un point est égal à un autre, et finalement, nous ne sommes plus dans ce qui sépare et dans ce qui est hiérarchisé, mais bien dans ce qui fusionne, dans la continuité, et dans la jouissance immédiate également, puisque le rôle de la mère, d'un point de vue psychanalytique, c'est toujours d'être nourricière et donc de pouvoir subvenir à cette bouche du nourrisson qui reste tout le temps ouverte. Et cette bouche du nourrisson tout le temps ouverte ne demande qu'à la jouissance perpétuelle et immédiate. Alors, forcément, et c'est encore une lecture psychanalytique, mais vous voyez peut-être où je veux en venir, il me semble que l'équilibre est important dans toute chose, et qu'effectivement le symbole réunit son contraire, et qu'il n'a de sens que s'il va d'un côté et de l'autre, et que s'il réunit les deux. Mais quand il y a des équilibres, peut-être qu'il y a de quoi s'interroger et de quoi s'alarmer. En tous les cas, j'ai vu dans ce nouveau reliquaire le symptôme de notre immersion dans cette société liquide, où nous avons du mal, finalement, à discriminer davantage, à dire ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et nous sommes bien passés de la loi, finalement, au contrat, de la loi au désir, de la loi à la séduction, voire à la plainte. Et donc, il m'a semblé que voilà, nous étions plongés dans un bain d'émotions, mais nous n'étions plus dans cette question du symbole. Et quand on parle de la loi du père, on parle aussi des mémoires et du passé. Et il me semble que c'est un point que nous avons parfois tendance à oublier. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.